Bonjour tout le monde, très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Heure dorée. Cette semaine, j'ai été à la rencontre de Marie Le Guerrier, au demeure Sainte-Croix, un OBNL d'habitation qui est aussi porteur du projet de gériatrie sociale à Ville-Saint-Laurent. Donc, on a parlé de son parcours de vie, de toutes les branches qu'elle a touchées pendant son travail et à quel point, pour elle, l'important, c'est mettre l'humain en avant et avant tout. Donc, j'espère que vous allez apprécier ce moment avec Marie Le Guerrier, comme moi, j'ai su l'apprécier au moment que j'ai fait cette entrevue. Donc, je vous dis une bonne écoute et on se revoit. À très bientôt. Bye C'est bye! ça. Mais dans mes projets, c'est se faire connaître, rassembler les gens de communautés différentes. Puis trouver, justement, tu parlais, je cherche le mot, là, mais une meilleure harmonie, là, un sentiment d'appartenance. Là. Oui, on a beaucoup à bâtir ça. Le Mauve vous présente l'Heure dorée. Bonjour tout le monde, bienvenue à tous bonjour et bienvenue à la nouvelle épisode de l'Heure dorée. De retour pour 2022, je me présente, Claudine Fostier, votre animatrice. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marie Le Guerrier. Brièvement, je vous la présente. Elle travaille au demeure Sainte-Croix et aux résidences Alexis-Néon. Je l'ai rencontrée par l'entremise de mon collègue qui travaille au niveau de la gériatrie sociale et son bureau qui est situé dans les demeures Sainte-Croix. Donc, bienvenue et merci de participer. Bien, ça me fait plaisir. Je suis bien contente de participer à ce projet-là. C'est un plus pour nous autres, les personnes qui vieillissent tranquillement. Mais j'apprécie que vous vouliez participer à ce projet et venir surtout nous partager votre parcours de vie et votre expérience. Oui. Donc, tout d'abord, vous êtes né à quel endroit? Bon, on va parler de mon enfant. Moi, je suis née à Québec. Je suis adoptée. OK? À cette époque-là, en 1957, il y avait beaucoup d'adoptions au Québec, énormément. J'ai été adoptée, j'avais 2 semaines, que je vais vous dire. Là, c'est pas dramatique, là. Puis, de bons parents. Mon père, c'était un ingénieur. Mes parents sont décédés en ce moment, mais mon père était ingénieur. Que j'ai eu une vie confortable, disons, OK? J'ai un frère, que lui, n'était pas adopté, que ma mère, elle a eu, ma mère adoptive. Parce qu'elle, elle s'est fait enlever les ovaires quand elle a eu mon frère. C'est pour ça qu'après ça, elle ne pouvait pas avoir d'autres enfants. Okay. C'est pour ça que 3 ans et demi après, ils sont venus me chercher à la crèche. Moi, je me trouve privilégiée parce que j'ai été choisie. C'est sûr qu'il y a des enfants qui ont été mal adoptés, mais ça n'a pas été mon cas. J'ai jamais voulu chercher, puis ça ne m'intéresse pas. Mes parents, là, c'est mes parents adoptifs. Que c'est ça. On a quitté la ville de Sainte-Foy, à Québec. J'avais 8 ans. Puis on est venu à Montréal parce que mon père était transféré d'ingénieur pour Hydro-Québec. Quand Hydro-Québec a été nationalisé, ils l'ont transféré ici à Montréal. OK. Puis c'est ça. Que ça, moi, dans ce temps-là, j'étais en 3e année. OK. Que le milieu éducatif à Québec et à Montréal, c'était assez différent. En quel était environ, de même, la différence que vous aviez remarquée? La pédagogie, peut-être, était rendue aussi au niveau des objectifs d'enseignement. Là. Okay. C'était très différent d'aujourd'hui, là, l'enseignement. Que ça a été plus difficile pour moi, surtout qu'on a déménagé au mois d'avril, que c'était une fin d'année en plus, là. En tout cas. Se mettre à niveau à ce moment-là, oui. c'était un peu plus difficile. Que ma 4e, ça a été désastreux. tout simple que ça. Mais je suis dyslexique aussi, que okay. Ça aidait pas non plus, là, pas en tout. Mais j'ai quand même réussi à faire mon primaire, mon secondaire aussi. Au secondaire, on avait le choix de choisir l'art plastique et la musique. J'ai choisi la musique parce que j'ai des affinités avec la musique, un instrument. Qu'on commence par la flûte à bec, après ça la guitare, après ça on choisissait un instrument. Moi j'ai choisi la flûte traversière, puis mes parents m'ont envoyé à Vincent d'Indy pour finir mon secondaire. Que moi je m'en allais en musique. Wow.
J'aime plus au niveau classique. OK. À Vincent d'Indy, j'ai été 2 ans là et j'ai fait mon cégep 2 ans, 1 an et demi, je dirais peut-être, à Saint-Laurent, ici à Ville-Saint-Laurent, OK. au cégep Saint-Laurent, parce qu'ils enseignent la musique en musique. OK. Mais au bout d'1 an et demi, je trouvais que c'était très solitaire, puis je suis une fille très sociale. Une conscience sociale. Que je suis allée, ça a pris un certain temps, mais je trouve que quelqu'un me parle du travail social, parce que j'allais en tourisme, j'étais allée en anthropologie, j'étais allée en... je naviguais dans les universités, là, savoir qu'est-ce que je voulais faire dans la vie, là. Mais en fin de compte, quelqu'un me parlait du travail social. OK. Puis là, ça Ça a piqué la curiosité. Là. Oui, c'est parce que ça me connectait beaucoup, là. Ouais. J'étais beaucoup dans des mouvements sociaux, là, dont les femmes, là, la vie en rose, là, dans les années 80. OK. Il y avait la vie en rose, c'était le premier journal féministe au Québec, que j'étais impliquée là-dedans. Puis ça, c'est avant même que je rentre dans le travail social, là, que c'est venu me chercher le travail social. C'est ça, ça vous a vraiment interpellé, Oui, puis ça beaucoup. venait rejoindre vos valeurs, puis Beaucoup. vos intérêts. Mes intérêts sociaux, parce que j'ai une sensibilité d'injustice sociale, là, il y a beaucoup de choses à faire. Quand quelqu'un me parlait de ça, c'était un cours contingenté à l'UQAM. J'ai passé facilement les tests, autant de groupes qu'individuels. Puis j'ai fait mon bac à l'UQAM. J'ai adoré ça, c'était une belle vie étudiante. Ma vie étudiante au cégep et à l'université, c'était exquis. Ah oui? Je dis aux jeunes, profitez-en quand vous êtes aux études, c'est réellement là, un bon temps. Parce que c'est la période qu'on a la liberté de penser. Quand on arrive sur le marché du travail, c'est pas pareil. T'es dans l'action tout le temps. Oui, c'est ça. Que j'ai fait ça. Après ça, quand j'ai fini mon bac, j'ai commencé, j'avais un contrat, j'ai eu un contrat au Mali, travailler au Mali comme travailleuse communautaire, là, humanitaire, par l'ACDI. L'ACDI, c'est l'Agence canadienne en développement international. OK. Du fédéral. OK? Dans ce temps-là, c'est eux autres qui allaient les contrats directement en Afrique. Aujourd'hui, ils donnent ça à des organismes communautaires, les contrats. Mais à cette époque-là, c'était direct. Que c'est l'ACDI qui était mon employeur. C'était auprès des femmes maliennes. On a monté des coopératives. Moi, c'était l'approche féministe, justement. On ne le disait pas là-bas, là, parce qu'on n'aurait pas été accepté. Mais c'est ça. Moi, mon contrat était pour 2 ans. J'ai été là pour 1 an. On était toute une équipe de Québécois qui étaient là. On était 16 en tout. Mais au bout d'1 an, j'ai attrapé la malaria. Il a fallu qu'ils me ramènent ici d'urgence. Puis j'ai pas pu retourner. Ça prend 5 ans avant que tu puisses retourner. Que j'ai été 1 an, disons, malade, là, tranquille, là, à l'hôpital, puis chez moi, là. Mais après ça, étant donné que je pouvais pas retourner dans ces milieux-là, je me suis cherché quelque chose avec mon bac, là. Et j'ai trouvé en Abitibi, en protection de la jeunesse. Vous avez beaucoup voyagé pour oui. le travail. Mais quand j'étais à l'UQAM en travail social, j'avais fait mon stage en protection de la jeunesse. OK. Ça s'appelait le BSS de l'Est. OK. C'est les pyramides olympiques, là. C'était nos bureaux, là, que j'avais fait mon stage là. Que je me suis ramassée en Abitibi à la Sarre. Je n'avais pas le goût de vivre à Montréal. Quand tu arrives du Mali, puis tu es habitué là, un peu plus dans la nature, là, Montréal, c'est pas trop intéressant. L'Abitibi, moi, je connaissais pas ça du tout. C'était une belle place à connaître. C'était à la Sarre. Puis on était plusieurs de Montréal, Québec, Sherbrooke qui allaient travailler en Abitibi parce que dans ce temps-là, l'université à Rouen avait pas beaucoup de départements qui allaient chercher des professeurs, les psychologues, les travailleurs sociaux, criminologues, tous vers Montréal, Québec ou Sherbrooke. Okay. On était plusieurs qui venaient de l'extérieur, que je me suis fait de mon groupe là. Puis c'était une belle expérience en Abitibi, en protection. C'était pas facile. J'avais beaucoup de dossiers d'abus sexuels auprès des enfants. C'est là que j'ai appris mon expertise là-dedans. Puis j'avais des troubles de comportement aussi, là. Puis, est-ce que vous trouvez que le processus d'implication s'est amélioré avec le temps? Pour justement le fait d'aller à Mali ou ces places-là, est-ce que le fait que maintenant, c'est plus l'agence qui s'en occupe, mais que c'est les organismes communautaires, est-ce que vous trouvez qu'il y a davantage d'implication ou c'est pas mal similaire? Moi, je vais vous dire, dans ce temps-là, c'était les libéraux avec Trudeau. Trudeau, il mettait beaucoup de l'argent pour, même si je n'étais pas pour lui, là, il mettait beaucoup d'argent pour en Afrique, le développement international en Afrique.
aujourd'hui, beaucoup moins. Qu'il y a beaucoup moins d'aide. Puis aussi, la mentalité a changé. Oui, il y a de l'aide humanitaire, mais je dirais plus, il y a aussi une aide humanitaire, mais en arrière de ça, c'est aller exploiter leurs ressources naturelles. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Mm-hmm. Ça dépend des projets qu'on va vers, OK? Il faut comme s'informer. Moi, c'était auprès des femmes qui deviennent autonomes parce que leur conjoint allait travailler dans des multinationales. On avait la paix, ils n'étaient pas là, qu'on pouvait les amener à devenir autonomes financièrement, les femmes maliennes. Mais il y a des projets avec en développement humanitaire que c'est... Oui, c'est au niveau social, mais en arrière de ça, c'est aller chercher les ressources naturelles. Ça, il faut faire attention par rapport à ça. Là, j'ai fait l'Abitibi au bout de 3 ans et demi. Je préparais mon retour. Moi, Mais en Abitibi, c'était un travail ou c'était un stage? C'était un travail. C'était un travail. Oui, c'était mon premier travail en travail social au Québec. OK. Fait que dans le fond, vous avez fait votre secondaire à Montréal. Oui, à Évangéline. Vous avez fait le cégep à Saint-Laurent. Oui. Ensuite, vous avez fait le travail social. Oui. Avec tous ces parcours-là, parce que là, vous avez exploré beaucoup à l'université, Oui. Divers programmes avant de trouver travail social. Quel a été le plus grand défi que vous avez eu à surmonter comme étudiante? Le français. Ça a l'air fou à dire. Non, je vous comprends avec la dyslexie, là. Oui, c'est ça. C'est tout un défi. Tout un défi. J'ai toujours eu de la misère avec le français. Avec les langues, premièrement, OK? Puis je me souviens, mon père au secondaire, mon père, il est bilingue. Sa langue maternelle, c'était anglais, mais son père était francophone. Que lui, anglais-français, c'est le même niveau, là. Puis lui, il voulait que j'aille au secondaire en anglais. Je dis, oh non! Parce que, justement, j'avais de la misère en français, là. Puis là, quand il voyait ça, puis il voyait que je m'en allais dans les sciences humaines, que tu as besoin d'écrire, puis tout ça, il dit, tu t'en vas pas vers tes forces, Marie, tu t'en vas vers ta faiblesse. Je dis, je sais. Il dit, pourquoi tu... Parce que les chiffres, moi, ça va bien. OK. Elle dit, pourquoi tu vas pas être CA, comptable? J'ai dit, je vais m'ennuyer dans un bureau. J'ai besoin de relations avec les gens, puis avoir un impact dans la société. Moi, le changement, c'est important. J'aime pas la routine, j'aime les choses qui évoluent. Faut pas que ça stagne. En travail social, ben là, dans le réseau, ça stagne, là, mais... Aujourd'hui... Ça régresse même, je dirais, là. Oui. Mais faut que ça évolue. Que je trouvais le travail social... avant, on se faisait appeler des... comment on se faisait appeler des acteurs de changement, mais il y avait un autre mot avec acteur. Des changements, des... intervenants, on se faisait pas appeler travailleur social. Il y avait des choses de changement, en tout cas. Là, ils nous ont coupé ce mot-là, là, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on change des choses, là, qu'ils nous ont récupéré en travail social avec notre ordre professionnel. C'est une belle façon de récupérer le monde. Pas sûr, là, mais en tout cas. Que c'est ça. Oui, c'était le français. Parce que justement, à chaque fois que j'écrivais, soit des notes, un rapport, c'était ardu. Même encore aujourd'hui, c'est ardu. J'ai été changeuse jusqu'à date parce que où je travaillais, j'ai fait beaucoup de place, là, premièrement. J'avais des bonnes secrétaires. C'est le fun, ça. Oui, ils m'ont beaucoup aidé, je vais dire, là. C'était l'heure en bas. Puis ils savaient. Mais même avec ma dyslexie, juste mon agenda, ouvrir ma semaine, là, j'ai réussi à ouvrir la mauvaise semaine. Que des fois, j'arrivais chez les gens, puis ils ne m'attendaient pas. Ils disaient, c'est pas la semaine prochaine, t'es supposé venir. Toutes des affaires de même, là. Oui. Que là, quand mes secrétaires voyaient ça, ils m'ouvraient le lundi matin, mon agenda avec un clip, dire, tu ne touches pas la semaine pour être sûr que tu es à la bonne place. Et c'est comme ça. J'ai toujours été de même. Mais j'en ris aujourd'hui. Mais il y a des fois... Il faut. Mais il y a des fois, ça m'amenait des problèmes. Oui, ben moi, des fois, je prends des rendez-vous dans mon agenda, puis je le mets à mauvaise semaine. Oui, en plein ça. Ou je le mets à mauvaise heure. Oui. Puis là, je suis comme... J'arrive à mauvaise heure, c'est certain, tu sais. Puis j'ai pris l'habitude maintenant de tout le temps me mettre à tous mes rendez-vous un 15 minutes d'avance. Fait que si mon rendez-vous est à 9h30, ben je marque à 9h15. Parce que sinon, j'arrive en retard. Oui. Puis je me suis faut se trouver des trucs. Oui. Mais à la longue aussi, c'est la mémoire. Là, des fois, je disais au monde, j'ai dit, gênez-vous pas de me rappeler avant le rendez-vous pour me rappeler.
Des fois, tu le faisais aussi, parce que justement, moi aussi, des fois, là, surtout ici, je regarde pas beaucoup mon agenda, parce que c'est beaucoup le ici et maintenant, ici, là, que je ne peux pas porter trop à regarder ça. Puis il y a des choses que je manque, là, carrément, que je dis au monde, appelez-moi pour me réveiller un peu le cerveau, là, pour dire qu'on se voit aujourd'hui, là. Oui. Mais ça prouve que le travail d'équipe permet au monde d'évoluer beaucoup. à travers le temps, puis de se dire qu'on va faire différent. Oui. Ben, on va aider, on va s'entraider aussi. Oui, puis un travail d'équipe, c'est des idées différentes, des façons de voir différentes, c'est nourrissant, c'est ça qui fait évoluer. Moi, les gens qui travaillent du seul, ils n'évoluent pas, je trouve, parce que justement, des changements d'idées, de voir les choses, même quand on voyage, ben, j'ai voyagé là, à travers ma vie, que ce soit en France, en Grèce ou en Afrique ou en Asie, la façon de voir les réalités est différente, parce que c'est pas les mêmes réalités. C'est très nourrissant, puis ça nous fait voir les choses beaucoup différemment. Puis ici, en France aussi, ils sont chialeux, mais ici aussi, on est chialeux, là. Mais on est réellement privilégiés ici. Quand on va ailleurs, là, on n'a pas à chialer parce qu'on est gâtés. C'est aussi simple que ça, là, très gâtés. Bien, souvent, moi, ce que je dis, c'est au Québec, si tu nais au Québec, tu nais riche. Oui, en partant, dans tous les niveaux. Si tu prends sur toute la planète, quand tu nais au Canada, au Québec, tu es un enfant riche juste par la place où tu es né. Oui, parce que même les gens, je fais du bénévolat au Chaînon, là, parce que c'est des femmes en grosse difficulté, là, puis il y a beaucoup de pauvreté, parce qu'il y en a qui sont itinérantes là-dedans, là. Mais même l'itinérance au Québec est riche. Malgré tout, là, ça a l'air fou à dire, mais c'est riche. Parce que tu vois, des places dans des pays, ils n'ont rien, les autres. Ils n'ont aucune ressource, ni alimentaire, ni au niveau de l'habitation. Ici, au Québec, on a des ressources alimentaires pour ces gens-là. On a des ressources de toit, de logement. Ça se développe de plus en plus. C'est sûr que l'itinérance augmente beaucoup. Surtout avec le COVID, ça a fait un boom, là, en plus. Là, on ne sait plus où les mettre. Ça, c'est le gouvernemental qui ne met pas assez de sous, mais il faut développer ça parce qu'avec le COVID aussi, il y a eu un écart qui se fait là, entre la pauvreté et les riches. Il y en a qui se sont fait beaucoup de foin pendant le COVID, puis il y en a qui se sont beaucoup appauvris là, davantage. Puis les logements sont juste plus... sont plus abordables non plus. Là. Tout le monde abuse de l'autre, je trouve. En tout cas, il y a un côté, je trouve qu'il y a un côté abuseur, là. Des fois, je me dis, putain, c'est culturel ici au Québec, là. Abus enfants, abus ci, abus ça, viol, abus financier. En tout cas, je ne suis pas déprimée, là. Mais c'est ça que, là, pour venir en Abitibi, moi, j'ai adoré ça. J'avais un groupe d'amis là. On avait du fun. On faisait du sport les fins de semaine, du ski de fond. Parce que c'est pas facile, la protection de la jeunesse, là. Au niveau de tous les problèmes, là. Oui. Mais moi, j'aime la fin de semaine. Puis même la semaine, j'avais mes amis de là-bas que je m'étais faite. Puis on jouait au badminton, on se faisait des repas communautaires. J'allais me faire masser tous les semaines. Le vendredi, j'avais un massage je me payais un massage tous les vendredis pour pas prendre toute la fin de semaine à relaxer, mais pour profiter de ma fin de semaine. Quand même. Oui, ça fait du bien, ça. Puis avec tous les défis que vous avez vus en Abitibi, justement, toutes les situations au niveau de la DPJ, qu'est-ce qui vous a motivé à continuer à aller de l'avant puis à rester dans le métier du travail social? Bien, la misère des jeunes. Et la violence, la négligence. Et des bouts, j'étais révoltée aussi, parce que c'est pas tout le monde qui devrait être parent, là. Des fois, je voyais ça, puis je disais, à quelque part, là... C'est souvent un de nos sujets de conversation. Quand je voyais la bédaine, je disais, oh my God! Là, je disais, ça va être un autre enfant de PJ. Des fois, je venais une idée radicale, là. À quelque part, tu vois, tu peux avoir des enfants, toi, tu peux pas, mais ça marche pas de même, là. Mais c'est pas fait pour tout le monde d'être parent. Je trouve que c'est le travail le plus dur dans la vie, c'est être parent. Puis je te dirais peut-être à peine la moitié pourrait l'être, là, quelque part, parce que c'est très demandant. Hein? Moi, j'en ai pas d'enfant. C'est toute une vie. Ma mère me rappelle constamment, elle dit, tu vas être ma fille toute ma vie. En plein ça. Ma mère aussi, elle me disait ça. Puis elle dit, c'est plus fort que... Elle dit, tu vas être dans le besoin. Elle dit, ça va être plus fort que moi, je suis ta mère. Oui. Elle dit, même si il y aurait peut-être une solution qui est plus difficile, je veux pas te voir dans cette difficulté-là. Fait que je vais être là parce que je suis ta mère, tu sais. Oui. Mais...
c'est pas tous les parents qui ont cette volonté-là d'être là toute une vie, puis d'aider dans toutes les difficultés possibles. Puis ça part du plus bas, du plus jeune âge. Là. Oui, mais de la grossesse en partant. Oui. Et être bien aimé, parce qu'il y a beaucoup de parents qui aiment mal. Puis en protection de la jeunesse, qu'est-ce que je constatais? Quand on a des enfants, c'est parce qu'on veut aimer l'enfant. En protection de la jeunesse, souvent, je ne sais pas toutes, mais la majorité, en tout cas, qu'est-ce que je constatais en Abitibi, les autres, ils voulaient être aimés par leur enfant. Ça fait toute une différence. Ah oui. Puis là, c'est là que vient de la négligence. J'avais beaucoup de mères qui étaient toxicomanes, puis la prostitution en Abitibi. Puis au bout de 2 ans, moins quelques jours, on pouvait les mettre en adoption quand la mère se pointait pas là, pour des visites. Là. Okay. Mais il arrivait toujours 2-3 jours d'avance pour tout ça. Que ça, c'est pas aimer son enfant, ça. C'est réellement, là, penser juste à soi. Ouais. En tout cas, que ça, j'ai trouvé ça dur. Puis, mes jeunes aussi, mes jeunes délinquants, là, j'en ai eu des jeunes délinquants aussi, là, c'était un challenge pour moi. Là, au début, j'étais très naïve, ils m'ont embarqué dans bien des affaires, mais avec le temps, j'ai compris, puis j'ai dit, bon, ils m'embarqueront plus, là. Mais j'aimais ça, non, j'aimais ça. Puis je pense que je pense que j'ai fait du bien à plusieurs jeunes, parce qu'ils me le disaient, là, à un moment donné, puis à des familles aussi, là, même des mères là, qui ont eu des grosses difficultés de prostitution, de toxicomanie, à force de les suivre. Dans ce temps-là, on les suivait plus près. Aujourd'hui, ils les voient 1 fois par 2 mois, là, à peine. Là. Ouais, les caseloads sont tellement gros en plus. Et ça n'a pas d'allure. Là, c'est pas qu'ils veulent pas. Non, ils peuvent pas. Ils ont 60 caseloads, il y a 30 jours dans un mois, tu sais. Oui, ça n'a pas d'allure. Là. Moi, je veux dire, c'est pas eux autres les responsables, c'est beaucoup plus haut qui ne voient pas là, l'urgence là, d'intervenir. Ouais. C'est beau de te dire on bonifie les salaires. Oui, c'est nécessaire parce que les salaires n'ont pas suivi avec le temps. Mais je dis en plus de bonifier les salaires, ça serait bien d'ouvrir des postes supplémentaires beaucoup. aussi. Beaucoup. Puis pas juste 1 ou 2. Non, c'est ça. Là. Puis souvent dans le réseau, entre parenthèses, c'est quand ils augmentent le personnel, c'est souvent pas les intervenants de terrain qui augmentent, c'est les coordonnateurs. En maintien à domicile, là, c'est un vrai là, nid d'araignées, là. T'as plein de filets c'est pour ça que les messages ne se rendent pas en haut, que ça se perd, là. C'est réellement le bordel là-dedans. Il n'y a pas de volonté politique, premièrement, là. Que c'est ça que là, quand je suis revenue, quand je préparais mon retour, parce que mes amis qui étaient là, qui venaient de Sherbrooke, Québec, Montréal, ont commencé à revenir dans notre ville, là. On avait été chercher notre expérience là. J'avais été acceptée à Sainte-Justine, à l'hôpital Sainte-Justine, pour les dossiers d'abus sexuels. C'était l'entente qu'on avait eue à Sainte-Justine, que ça m'a fait revenir. Puis quand je suis revenue, puis quand j'ai commencé à se trouver à Sainte-Justine, c'est pas ces dossiers-là qu'ils m'ont donné. Ils m'ont donné toutes sortes de maladies là, que je connaissais rien là-dedans, bifida, VIH, ça. Mais en tout cas, j'ai pas trop... quand je voyais les enfants, puis même dans les incubateurs, je venais là, toute molle, là, à ça. Mais en même temps, je me disais qu'ils ne respectaient pas l'entente. Qu'au bout de 3 mois, j'ai dit bye. Je suis partie. Puis dans un sens, j'ai bien fait, parce que ça a mal été. Après ça, les autres là-bas, ils en parlaient dans les journaux à un moment donné que par rapport aux abus sexuels, il y avait des dossiers, c'était dans les nouvelles, puis il y avait un médecin qui n'était pas trop... j'aurais travaillé avec lui, que je suis contente que j'ai pas eu à travailler là. C'est un mal pour un bien. Oui, c'est ça. Que là, après ça, j'ai cherché d'autres choses. Puis j'étais au CLSC Vaudreuil-Dorion, en jeunesse, enfance, famille, jeunesse. Puis j'ai été en scolaire, là. J'ai été longtemps en scolaire, là, 15 ans à peu près. Avant de continuer sur vos différents métiers, nous avons à Saint-Laurent 2 collèges. Quels sont les points forts en travail social ou dans le domaine social que vous désirez partager à ces jeunes afin qu'ils s'orientent dans le domaine? C'est important d'aller là-dedans. Chaque personne, on est responsable de la société où ce qu'on est. OK? Les gens ne prennent pas le pouvoir qu'ils peuvent changer des choses. C'est sûr qu'on ne fera pas la révolution à Montréal du jour au lendemain, mais dans le quotidien, on a un pouvoir d'influence. Puis les gens, autant les jeunes, moi, j'ai trouvé ça tellement beau.
je suis revenue, tantôt j'en parlerai, mais je suis revenue à vivre à Ville-Saint-Laurent. J'ai resté 3 ans et demi dans le plateau. Puis quand il y a eu la marche pour la planète, il y a 2 ans, au parc Jeanne-Mance, il y avait plein de jeunes. En tout cas, j'en broyais, je trouvais ça tellement beau. Ça a eu un impact face au gouvernement. Parce que tu avais toutes les générations. Il y avait du monde partout à Montréal, dans le centre-ville, dans le plateau, en tout cas partout. C'était exceptionnel. C'est ça qui fait changer les choses à petit feu. Ça va pas vite, mais ça évolue, comme on dit. Puis c'est chaque personne qui a comment je pourrais dire ça, cette conscience-là. Parce que tout le monde, à quelque part, on n'aime pas trop la société dans quoi on critique notre société. Il y a des choses à améliorer, mais tout le monde peut faire sa part, sensibiliser, participer à des marches aussi, en grand nombre. Pas avec ça, là, ça donne pas grand-chose, mais en grand nombre. Puis, moi, à un moment donné, je disais, parce que moi, j'ai été dans la génération que j'étais toujours dans la rue en train de manifester, là. Ça a commencé par les prêts et bourses et après ça, le mouvement des femmes, la guerre en Irak pour la paix. J'étais là-dedans aussi. En tout cas, il y avait beaucoup de manifestations dans les années 80-90. Après ça, ça a beaucoup diminué. Puis je dis, les jeunes, ils contestent pas. On dirait qu'ils sont je cherche mon mot, là, ils sont comme démoralisés ou qu'ils ne voient pas d'espoir. Nonchalants, là, c'est ça. Puis là, après ça, là, il y a eu une remontée là, de manifestations avec les choses rouges, là, les carrés rouges. Les carrés rouges, là, ça a recommencé. Je dis, bon, enfin, il y a quelque chose qui renaît. Carrés rouges, ça a fait changer beaucoup de choses aussi, là. Oui. Puis là, il y avait ça. Après ça, il y a eu d'autres choses de manifestations. Puis, la planète. C'est pour ça, faut aller chercher ce pouvoir-là. Il faut que les gens s'impliquent aussi. Puis je pense que les gens s'impliquent de plus en plus, là, autant au niveau municipal, national qu'international aussi, parce que c'est aussi important. Ça m'amène au moment doré. Oui. Avant de continuer encore une fois sur toutes vos professions, quel fait cocasse ou moment que vous vouliez nous partager, en fait, concernant votre jeunesse qui vous a vraiment marqué puis qui a été un moteur, justement, de changement pour vous? Un moteur de changement pour moi. Bonne question. Bonne question. Je suis partie à 18 ans de chez nous. Alors, mon père, il me disait souvent, si t'en fais trop, Marie, tu vas te péter la gueule. Parce que quand j'ai commencé, quand j'étais à l'UQAM, avant le travail social où je me cherchais, j'étais en animation et recherche culturelle, en arc. Puis ils ont fermé le département parce qu'on était trop de gauche, que j'ai pas pu finir mon bac. Parce qu'on avait, il s'appelait Robert Cormier ou quelque chose de même, c'était un felkis. C'était la période qu'il y avait une enquête sur le octobre 71, là, les felkis, là, Vallière et Cormier, là. Puis lui, il était professeur dans le département. Puis en tout cas, ils ont fermé un bout de temps le département. J'ai pas pu poursuivre mon bac là-dedans. Puis c'était une bonne affaire parce que je comprenais pas trop ce qui se passait dans ce département-là non plus, là. Mais on écrivait un journal En lutte. Le journal En lutte, c'était nous autres là, qui écrivaient ça, là. Très de gauche. Moi, c'était ma période très gauchiste, Solidarność, En lutte, en tout cas. Puis ça a fermé, puis c'est là que j'ai commencé, après ça, à aller en tourisme, anthropologie, puis ça. Puis là, on me parlait du travail social, que toujours, je trouve, Vous allume. M'allume, qui me colle à ma peau aussi. Ouais. Là. Tout le monde me dit, t'es réellement, là... À ta place. À ma place, oui. Je me vois pas ailleurs. Je dois dire, franchement, là, j'ai une très grande conscience sociale. Aiguisée. Des fois trop. Des fois, je dérange. Est-ce que vous avez tendance à, sûrement parce que vous avez une conscience sociale, à passer les autres avant vous? Peut-être plus jeune, oui. On s'oublie beaucoup des fois dans ce domaine-là. Surtout dans nos débuts, parce qu'on a on est des sauveurs. Oui, on veut sauver tout le monde, oui. Puis on a de la misère à mettre nos limites, puis à dire non, puis de ne pas sortir des fois de notre cadre. Oui. Justement parce qu'on veut sauver tout le monde. Ça est venu quand, ce moment-là, pour vous? Moi, quand j'étais en milieu scolaire, j'ai eu un gros dossier
au niveau d'abus sexuels, un directeur d'école au primaire qui abusait des enfants depuis des années. Puis ça faisait pas longtemps que j'étais arrivée au CLSC, moi, en ce moment-là. J'ai un flair, on dirait, pour ça. Là, j'y détecte assez facilement. Là, où ça me met des... Il y a des choses qui me mettent des puces à l'oreille, puis là, je gratte, puis là, je dis, oh, il y a quelque chose. Puis là, après ça, j'ai mis là-dedans, quand j'ai eu de ça, j'ai mis la psychoéducatrice de l'école dans le dossier, qu'on travaillait à deux. Après ça, j'ai ma grande amie, là-bas aussi, qui était travailleuse sociale, mais en psychosocial adulte. OK. J'ai dit, regarde donc, toi, tes jeunes qui sont toxicomanes ou tout ça, voir s'il n'y aurait pas ça en arrière de ça. Parce que c'était un directeur, faisait longtemps qu'il était, qui était là, c'est dans un petit village, là, à Soulanges, là. Qu'elle a regardé ça, elle a dit, oui, là, c'est avec ça, c'est des mois, ça, pendant des mois. Parce qu'en tout, ça durait à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Puis là, après ça, j'ai mis la TPJ là-dedans. Puis c'est ça, là, c'est moi qui ai eu toutes les vidéos avec la Sûreté du Québec pour chaque enfant qui ont été abusés. Ceux qui ont dénoncé, les enfants qui étaient ouverts d'en parler. Mais je sais qu'il y en avait d'autres. Qui n'en ont pas parlé. Non, qui n'en ont pas parlé. Ben, tu sais, c'est encore un pourcentage qui existe, là, des gens qui vivent Oui. ça puis qui veulent pas en parler. Oui. Fait que Puis c'est beau qu'ils en parlent, mais il faut les mettre aussi après ça. Ça, je dis à Brigitte, je dis, c'est beau d'en parler, mais il faut les mettre après ça en sécurité, Ouais. pas qu'il y ait un impact négatif face au qu'il y ait dévoilement. aussi une personne significative à qui pouvoir continuer de se... Parce qu'une fois tu as ouvert la plaie, on peut dire, Oui. ben là, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il soit là pour pouvoir te soigner Oui. quand même autour de tout ça. Là. Oui, puis quelque part, il faut enlever le directeur de l'école aussi, Ouais. parce que pendant ce temps-là, il était encore là, lui, là. Hein? Ouais. Et avant qu'il y ait des accusations pour qu'il soit coupable, là, il est encore là. Bien beau que l'enfant dévoile, puis s'il va à l'école, puis il fait face au directeur, c'est pas bien agréable pour l'enfant. Hein? Il fallait tout mettre ces affaires-là. Ça, j'ai trouvé ça difficile, beaucoup, mentalement, là. Révoltée aussi, là. Puis, suite à ça, j'avais pas... Quand le dossier a été terminé, OK, qu'il y a eu ces accusations, là, ça, il a fait 5 ans de prison, j'étais bien contente, là, mais c'est jamais assez pour moi, là. À place d'aller en congé ou prendre un break, j'ai continué à travailler. Mais pas longtemps, parce que moi, j'étais encore en milieu scolaire, puis il y avait un autre directeur qui me pressait pour un dossier, un jeune qui avait des gros problèmes de comportement, là. Mais tu changes pas ça du jour au lendemain, là, des troubles de comportement, là. Que j'avais dit au directeur, va te faire foutre. Puis là, j'ai appelé ma boss, j'ai dit, je suis allée lui dire ça. Là, je suis allée la voir. Bon, je suis allée lui dire ça, pour moi, il va t'appeler, là. Puis j'ai dit, je pense que je suis due à un congé, là. Avant que je les envoie toutes promener, là, parce que j'ai été en congé d'épuisement, là, pendant 8 mois, qui a fait du bien. C'est tout à votre honneur d'avoir un flair pour des situations d'abus telles que ceux-là. Oui. Je veux savoir comment vous faites pour vivre ce type de situation une fois que vous revenez à votre vie personnelle. J'en parle. Moi, je suis une verbomoteur, puis mes copines qui sont travailleuses sociales. Dans ce temps-là, j'avais mon conjoint, j'ai oublié de parler de mon conjoint à travers ça, mais j'avais un conjoint là-dedans aussi, là, même en Abitibi, là, des amours distants. Je lui en parlais beaucoup parce que lui, il était professeur de cégep à Sorel. Que moi, j'en parle, je reste pas avec ça. Sauf que des fois, comme autant lui que des fois mes copines, des fois, on allait prendre un verre le vendredi soir ou qu'on se voyait les fins de semaine. Fallait pas toujours parler de ça. Fallait en parler, mais après ça, on parle de d'autres choses. Mais je pouvais quand même évacuer, puis eux autres aussi, là, parce qu'on était toutes des travailleuses sociales. Là. Mes copines sont pas mal toutes des travailleuses sociales dans le domaine. En plus d'en parler justement ouvertement avec vos collègues, votre conjoint, est-ce que vous auriez un autre conseil que vous aimeriez offrir? Du sport. Du sport? Le sport, c'est très bon pour la santé mentale, physique, premièrement, mais mentale. Moi, quand j'étais au cégep, avec mes amis de cégep, on était les premiers à faire du deltaplane au Québec. C'est Jacinthe qui a parti ça. C'était une amie de cégep. Puis elle a commencé. Puis j'allais avec eux autres les fins de semaine pour déblayer un peu la montagne, faire des coupes à Saint-Jean-de-Mata. Puis c'est beau, là, déblayer, là, mais ça me tentait aussi d'en faire, là, que j'en ai fait avec eux autres. J'adore ça, là. Que ça te permet de déconnecter des problèmes sociaux.
c'est bon, on avait du plaisir en groupe, puis c'est super le fun de faire du deltaplane. Ça peut être stressant aussi, là, parce que quand tu commences, il ne faut pas que tu t'atterris sur des fils électriques. J'ai atterri souvent dans la rivière l'Assomption, l'Assomption ou l'Annonciation. Je pense que c'est l'Assomption. Après ça, dans un arbre, j'étais tout scratché aussi, là. Ça, c'est des débuts quand tu commences, là. Après ça, tu as moins de difficulté à travailler avec le vent puis ton aile aussi. Que tu te fais moins... les atterrissages sont mieux. Ils sont moins risqués. Ils sont moins risqués. Ils sont plus contrôlés. Oui, c'est ça. J'avais le contrôle de mon aile. Mais au début, c'est pas facile. Puis dans ce temps-là aussi, aujourd'hui, les méthodes sont bien différentes, puis les ailes, ils ont évolué. Mais dans ce temps-là, comme à Saint-Jean-de-Mata, on était au bord de la falaise, qu'il fallait se jeter pour ça. Je dis, il faut avoir... moi, ça m'a pris du temps avant de me décider de dire je pars, là. Beaucoup. J'ai pris un petit joint pour avoir justement le gosse, parce que je pense que je serai encore là pour dire j'y vais-tu ou j'y vais pas, là. Oh non, c'est quelque chose. Il faut réellement, là... mais j'ai un côté aventureuse, moi, c'est pour ça. Puis mon environnement social aussi, on est tout Vous semblez aussi aimer relever des défis, tu sais, oui. de constamment vous tester vos limites. Oui. Mais en même temps, je n'irais pas trop me mettre en danger non plus, puis je tiens à la vie aussi, là. Ben oui. Puis je ne voudrais pas m'arriver puis devenir paralysée du jour au lendemain, là, à cause de mes folies, là. Je suis quand même prudente. Je calcule, c'est la gestion, j'appelle ça de la gestion de risque, là. Que c'est ça. En travail social aussi, il y a beaucoup de la gestion de risque aussi. Oui, hein? oui, Donc, vraiment. Inconsciemment, je pense qu'on le développe aussi dans le domaine, là. Que c'est ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent aller en travail social, parce que j'entends souvent dire « Oh, je vais aller là-dedans », puis tout ça. Même des fois, des caissières chez IGA, puis tout ça, là, ils me disent ça. J'ai dit, faut pas idéaliser non plus. Parce qu'aujourd'hui, on était avant des agents de changements sociaux, de changement en tout cas. Aujourd'hui, dans le réseau, même dans le communautaire, c'est plus... on est plus... comment je... Il y a une liberté qui s'est défaite. La liberté de penser, on l'a puis on l'a pas. Et le gouvernement nous encadre un peu comment penser. Puis c'est ça, il faut être vigilant par rapport à ça. Quelle question doit se poser une personne qui voudrait aller dans le domaine social? Avant de se dire, bon, ben moi, je m'inscris, tu sais, qu'est-ce qu'il devrait penser puis se questionner soit sur lui-même ou sur le métier en tant que tel? En tant que tel. C'est quoi pour lui, la personne, le sens du travail social? Moi, je dirais... En travail social, c'est soit tu as le côté très aidant. Ça, il y a des risques, parce que justement, quand on est trop aidant, là, moi j'appelle ça comme des sœurs Teresa, là, c'est là qu'on se brûle aussi puis qu'on s'oublie beaucoup. Ça, il faut être vigilant. Puis je pense que quand on commence là-dedans, il faut déjà avoir ça dans la tête pour pas se protéger, mais c'est que on veut aider les gens, mais il ne faut pas se noyer à travers ça. Il faut rester dans l'empathie, il ne faut pas tomber dans la sympathie. Non plus, non. Puis de sauveur non plus. C'est ça. Oui. Il faut garder une distance professionnelle, puis être capable surtout capable de la garder, parce que dans les débuts, on se dit on est capable. Ça dépend de la distance, c'est ça. Ici, j'en ai beaucoup moins de distance. Je ne suis pas travailleuse sociale ici, je suis intervenante communautaire. En communautaire comme ici, là, je le mets beaucoup moins. Puis je pense qu'ils apprécient beaucoup, c'est plus facile pour eux. Quand je travaillais en jeunesse, en CLSC, j'avais une distance avec les parents, mais avec mes jeunes, j'en avais pas. Ils me voyaient comme une sœur. Mais c'est de même que j'ai eu beaucoup de témoignages aussi. Si j'avais eu une distance, j'aurais pas eu ces témoignages qu'ils me donnaient. Ça dérangeait des fois les directions d'école, parce que quand ils entendaient mon auto s'en venir, là, sur la route, là, ils se trouvaient tout un problème pour me voir. Mais c'était bon signe, à quelque part. C'est établir un bon contact. Mais ça dépend, c'est ça. Ça dépend avec qui ta personne est en face de toi pour garder ta distance. Moi, les parents, oui, par exemple, là, le côté professionnel. Mais les jeunes, beaucoup moins. C'est plus facile au niveau de la communication aussi. Ouais. Je pense qu'il faut aussi beaucoup
d'adaptation. Oui. Puis on s'adapte à la personne qu'on a devant nous. Oui. Souvent, je prends la comparaison qu'on gère des humains, on gère pas un produit. C'est pas un réfrigérateur que j'ai un mode d'emploi, puis telle affaire est brisée. Non. Puis je sais que je vais dans telle place, puis je vais le réparer. J'ai pas une pièce au magasin pour réparer mon jeune. Là. Fait que on va avec la beaucoup personne. d'adaptation. C'est vraiment d'être à l'écoute du jeune, de l'adulte, de la personne âgée, puis de s'adapter puis de s'ajuster en fonction de la personne. Oui, beaucoup. Puis, pour venir au travail social, bon, il y a le côté sauveur, mais il y a le côté aussi du changement social. Moi, je vais dire, moi, en travail social, j'ai été plus pour la justice sociale, pour qu'il y ait plus d'équité. Je fais du bénévolat au Chaînon, puis la directrice qui n'est plus là, mais elle était là jusqu'à l'année dernière, Marcel, elle était réellement des rapports égalitaires. Tellement qu'elle était directrice du Chaînon depuis 11 ans. Puis quand la première fois j'étais allée, je savais même pas qu'elle était directrice. Elle parlait aux itinérantes, aux femmes, là, comme si elle était de famille, puis tout ça. On voyait, là, c'était des rapports égalitaires. Je trouve on voit pas ça beaucoup, ni dans le réseau, puis même dans le communautaire. Il faut réellement développer ça. C'est ça, en travail social. Il y a 2 voies, c'est ça. Parce qu'après jeunesse, là, il y a eu le boom du maintien à domicile. Que là, ça, c'est dans 2004-2005, les CLSC n'avaient pas beaucoup de choses au maintien à domicile à cette époque-là. C'est pas comme aujourd'hui. Non, mais là, je vais dire, on perd des plumes aujourd'hui, là, on va dire. Mais là, en 2005-2006, il y a eu un boom. Le gouvernement a mis de l'argent au maintien à domicile, puis ils nous ont beaucoup formés, les travailleurs sociaux. Okay. Moi, là, j'ai laissé après... quand j'ai laissé la jeunesse au Dreuil-Dorion, j'ai laissé le réseau, carrément. J'en avais assez, là, du réseau, là. Là, c'était des agences. Puis, c'était le maintien à domicile. Parce qu'il manquait il n'y avait pas de monde dans le réseau pour le maintien à domicile. C'est par les agences qui se sont développées. Puis on se faisait engager par eux. Puis, on allait dans les CLSC des contrats. Mais c'était le fun parce que les CLSC nous formaient. Ils nous formaient au niveau de l'Alzheimer, des outils de travail, comme l'OMC dans ce temps-là. Les statistiques, ça, c'était nouveau aussi. Là, ça commençait en 93, les statistiques, mais au maintien, ils nous ont formés tout pour ça. J'ai eu beaucoup de formations au maintien à domicile dans ces années-là. Après ça, ben, j'ai pu voler de mes propres ailes là-dessus. Au début, j'ai été avec des agents. Après ça, j'ai été à mon compte. Puis après ça, à un moment donné, ils ne voulaient plus nous prendre juste à nos comptes. Il fallait revenir dans les agents ou être employé du CLSC. Moi, je ne voulais pas être employé du CLSC parce que je suis une voyageuse. Puis je voulais prendre mes vacances quand je voulais. Puis je voulais partir, c'était 3 mois. Je pouvais partir 3 mois. Car en étant avec une agence, je prenais des contrats. Puis dire, ben là, je suis disponible en telle date puis telle date, parce qu'après ça, je ne suis pas disponible. Je voulais cette liberté-là. Que j'ai fait tout mon maintien à domicile après ça, comme ça. J'ai fini ma carrière. J'ai fait beaucoup de CLSC. Montréal, Saint-Jérôme, justement, Sainte-Thérèse, Saint-Eustache, dans l'Est aussi, Pointe-aux-Trembles, puis Anjou, puis Rosemont. Sauf que le plateau, je ne l'ai pas fait. Tout ce qui était centre-ville, je n'ai pas voulu le faire, c'est pas stationnable. C'était pour ça. Ça ne l'était pas à l'époque, ça ne l'est pas encore ça aujourd'hui. Ça l'est encore moins aujourd'hui. Moi, je prenais mes contrats que j'allais toujours dans le sens contraire du trafic. Oui, okay. Je comprends. Parce que je restais ici, là, à Ville-Saint-Laurent, que je prenais ma 40 ou ma 15, là. Ceux qui venaient de Saint-Jérôme ou de Sainte-Thérèse s'en venaient à Montréal, je voyais tout ça, puis moi, je m'en allais, là, puis j'avais pas de problème. À Pointe-aux-Trembles, c'est la même chose, c'est la métropolitaine. Ils rentraient tout à Montréal. Moi, je m'en allais vers Pointe-aux-Trembles. Beaucoup moins de trafic. J'ai toujours pris mes contrats en conséquence. En conséquence du trafic. Oui. Pas folle, la fille. J'avais pas de la misère. Parce que c'était une période qui avait beaucoup de contrats. Tellement moi, j'en refusais. Là, je pouvais pas... je voulais des fois souffler. Là. Puis j'ai fini ma carrière au Lakeshore, à l'hôpital Lakeshore. OK. Parce que j'étais au CLSC à Pierrefonds. Puis le Lakeshore, c'était beaucoup anglais. Puis le nouveau directeur du CIUS, dans ce temps-là, M. Morin, il voulait un petit peu franciser le Lakeshore, qu'ils m'ont envoyé comme TS. Là, dans ce temps-là, j'étais réellement une TS, puis j'étais membre de mon ordre, là, au Lakeshore. Je dis, oh my God,
Moi, je parle pas beaucoup anglais. Déjà, de la misère en français, en anglais en plus, puis médical. Puis je déteste les hôpitaux. Je suis allée quand même. C'était tout un défi pour moi, là. Des fois, au bout d'une semaine, je me disais, qu'est-ce que je fous ici, moi, là? Mais j'ai adoré ça. Je pense que c'est la place que j'ai aimé travailler, c'est là. C'était tout un défi. Puis mon équipe de travailleuses sociales, c'était toutes des anglophones, la plupart juives. Puis quand je suis arrivée à une réunion d'équipe, je me suis présentée, Marie Le Guerrier, j'ai parlé français, j'ai pas parlé anglais. Je suis une séparatiste indépendantiste, là, il me regardait, là. Surtout le West Island. J'ai dit, bon, ils sont partis à rire. J'aime ça des fois provoquer, là. Mais j'ai eu du plaisir avec ces femmes-là. Bon, c'est sûr que j'ai appris un peu l'anglais, là, puis surtout les termes médicaux, là. Mais ils me tenaient beaucoup des dossiers francophones, parce qu'il y avait de plus en plus des patients francophones. Puis en même temps, je prenais de temps en temps des dossiers anglophones. Pas trop lourds, là, mais juste pour me pratiquer un peu, là. J'ai aimé ça. Mais j'ai remarqué aussi au West Island que les anglophones là-bas, la plupart de ma génération, puis plus jeunes, parlent tout français puis anglais. Ils ont tout appris ça. Moi, mon problème, c'est Alexis Néon. J'ai mes Anglaises qui sont là-bas parce qu'il y a de l'anglophone. Puis j'ai des anciennes anglophones du West Island qui ne voulaient pas apprendre le français. Puis j'ai dit à Alexis Néon qu'ils ne veulent rien savoir du français. J'en ai quelques-unes là-bas. Ben, moi, dans ce temps-là, je dis, tu vois, moi, je leur parle français. C'est pas une valeur, là, mais... s'il y avait... ça faisait juste 20 ans qu'ils seraient ici au Québec, je dirais, ben là, je vais me forcer à leur parler en anglais. Mais ils ont passé leur vie ici au Québec, puis ils n'ont jamais voulu apprendre le français. Tout bad. Je suis rendue de même. Mon national est surmonté, moi, c'est ainsi. En tout cas, c'est ça, parce qu'on perd le français à Montréal, là, puis je voudrais pas, là. Mais vous me parlez justement que dans les alentours de 2000-2005, il y a eu un boost au niveau des agences. Oui. Que les services étaient souvent offerts par les agences. Oui. Et là, présentement, dans le réseau, autant les CHSLD, les CLSC aussi, font toujours affaire avec les agences et on parle de niveau de soins, de qualité. Oui. Est-ce que vous trouvez que les agences étaient peut-être de meilleure qualité à l'époque ou ça dépend. Ça dépend comment qu'on parle d'agence, parce que dans les services sociaux, tu as les agences comme travailleuses sociales, comme enseignantes, psychologues, criminologues, nomme-les, là. Puis tu as des agences de PAB, d'infirmières auxiliaires, puis tu as PAB. Moi, quand j'étais au CLSC, puis au maintien à domicile, on était... Autant qu'il y avait des travailleurs sociaux à la longue qui étaient employés du CLSC, mais il y avait toujours 2-3 qu'on venait d'agence, OK? Moi, je pense que les travailleurs sociaux d'agence, peut-être qu'il y en a eu quelques-uns, là, que ça allait pas, mais dans l'ensemble, moi, je pense que c'était professionnel, OK? On valait autant que ceux qui étaient engagés. Où j'ai vu la difficulté, au niveau des infirmières, c'est la même chose. Moi, je trouvais que c'était, même ceux d'agence, c'était correct. C'est les PAB. Il y a beaucoup d'agences de PAB. Il y en a des bonnes, puis il y en a des moins bonnes. C'est plus ça, là, okay. Qui peut être problématique. Mais ça, c'est aussi de choisir leur agence. Ça, dans le fond, ça part plus de l'employeur que oui. Comment dire, du service d'agence en tant que tel. C'est pas une problématique d'agence, de service d'agence, mais plutôt la personne qui la gère puis qui embauche peut-être. Peut-être. C'est sûr que les agences, à quelque part, il faut que peut-être qu'ils regardent leurs critères aussi d'embauche, là. Parce qu'il y en a qui, moi, je trouvais qu'ils étaient quand même très bien, puis il y en avait d'autres, je me disais, tout qu'elle sort, là, ou qu'elle commence. Moi, je pense aussi que les CIUS devraient travailler plus en collaboration. Ils ont besoin des agences. Puis là, d'autant plus aujourd'hui, parce que le monde quitte le réseau, là. Ouais. Autant travailleurs sociaux que PAB, que infirmières, ça quitte le réseau. Il y a un problème là aussi, que quand j'y vois chialer contre des agences qui regardent leur nombril un peu, puis qui se requestionnent les autres aussi, parce que le monde quitte le réseau. Que c'est ça, mais il y a place à l'amélioration des deux bords. Oui. Mais je pense pas que ça va être si tôt qu'ils vont couper les agences.
ils ont besoin d'eux. Ben oui, c'est Oui, ça. C'est oui. c'est un moment nécessaire. Au niveau de votre emploi actuel, Oui, donc vous êtes au demeure Sainte-Croix et résidence Alexis-Néon. Quel Oui. est votre rôle? intervenante communautaire. Moi, c'est la Ça première fois. consiste en? Ah, ben, je vais te dire, là, j'ai regardé une fois, parce que j'ai eu ma approbation hier, puis je suis mieux de lire c'est quoi mes fonctions. Là. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu ça. Là. Je dis pas ça. Là, je voyais. Moi, depuis que je suis ici, c'est beaucoup le ici et maintenant. Oui. C'est ça que je réalise. Là. Je suis 2 jours ici, puis 3 jours à Lexinéon. Que quand j'arrive ici, je vais voir Denise, qui est notre agente administrative. Puis là, elle me parle de toutes les difficultés qu'il y a ici, puis il va voir un tel, il va voir ça. Moi, je pars de là, OK? Parce qu'elle les voit les besoins, puis tout ça. Il y a les gens aussi qui viennent, les dames ou les hommes qui viennent me voir aussi aux besoins, OK? La plupart, je réponds. En quoi consistent vos interactions avec les résidents, les résidentes? Tu sais, oui, vous êtes intervenante communautaire, mais plus précisément, qu'est-ce que vous devez répondre aux besoins? Là, en ce moment, depuis que je suis ici, c'est beaucoup de l'individuel. Mais moi, OK. je veux faire du groupe. C'est ça que je leur dis. Là, je vais avoir plus de temps à faire du groupe. J'ai eu le temps de faire 2 cafés rencontres ici. Un sur la solitude. Ils ont embarqué beaucoup là-dedans. Puis l'autre, c'était... Ça, je commençais, je pense que c'était ma première semaine. J'étais avec Gabrielle. C'était une jeune intervenante qui était ici, qui est allée faire sa maîtrise en travail social à Sherbrooke, là. Puis, elle faisait un groupe d'art-thérapie. Quand tu veux-tu être avec moi? J'ai dit correct. Puis j'en ai profité. Moi, je suis pas forte sur les choses d'art-thérapie que je leur ai demandé pour partir la communication. On est dans le COVID. Quelle émotion qui vous vient tout de suite en tête? COVID, puis être confiné. Puis je voulais voir comment ils filaient, là. Ils ont embarqué là-dedans. Ça a duré plus longtemps. En tout cas, leur thérapie a pris le bord, là, quelque part, là-dedans. Mais ils ont embarqué là-dedans, puis il y avait beaucoup de choses à dire. Que ça, j'ai trouvé ça... Ça me donnait le pouls aussi, là, de voir leur état mental par rapport à ça. Après ça, c'est là. Après ça, j'ai fait un café rencontre sur la solitude, autant ici que... Ici, je le fais en français. Là-bas, à Alexis-Néon, le problème, c'est qu'il faut le faire en français, pas en anglais. Puis étant donné que je ne suis pas une bilingue parfaite, que je me suis trouvé une intervenante, une résidente qui est anglophone, mais qui parle français, qui le fait en anglais. C'est une ancienne psychologue, ça se peut pas, mais je pense qu'elle a été acceptée, mais elle n'avait pas fait son cours. Mais elle travaillait à Douglas, elle enseignait l'anglais, en tout cas, je ne sais pas trop, mais elle est capable de suivre avec moi, de faire du groupe. Ça, c'est sûr, en anglais. Mais quand on a fait sur la solitude à Alexis-Néon, je ne m'attendais pas à ça. Il était 38 personnes sont venues. C'était trop. Beaucoup trop. J'étais contente. J'ai dit, il y a un besoin. Il y a un besoin, oui, Un grand besoin. Mais là, c'était le bordel. Tout le monde parlait en même temps. Même je mettais... Le groupe était trop gros Trop pour gros. le nombre d'animateurs, puis Oui. d'essayer de garder ça concis, puis sans que ça vire en party. Là. Oui, puis tout le monde parle ensemble, là, puis personne ne s'écoute, là. Puis on n'avançait pas. Mais ça m'a permis de voir que le besoin était là. Que là, on s'est dit, on va faire un groupe en français puis un groupe en anglais, mais pas plus que 10 à la fois. Ça, c'est idéal, 10, là, c'est parfait. Je fais beaucoup de liaisons avec le CLSC à Saint-Laurent. Okay. À Saint-Laurent, là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, peut-être avec le COVID d'ailleurs aussi, mais il n'y a plus grand service. Les anciens clients qui ont des services du CLSC, il n'y a pas de problème. Mais les nouveaux, ils n'ont rien. L'attente est trop longue. Est trop longue. Même des gens qui sont incontinents sévèrement, ils n'ont pas d'aide au bain, tout ça. J'en ai même qu'ici, il y avait de l'aide pour se faire habiller, puis se déshabiller matin et soir. Ils ont coupé ça. Il y a des gens qui sortent de l'hôpital, qui ont besoin d'une infirmière. Ils ont coupé. J'ai de la misère qu'il y ait un suivi avec l'infirmière du CLSC, que je suis un peu agent de liaison par rapport à ça. Quel autre projet vous avez avec les résidents? OK. Les résidents, autant que Sainte-Croix puis Alexis-Néon, sont un peu différents. OK? Ici, c'est plus le ici et maintenant, mais en même temps, je veux faire du groupe. Peut-être un café rencontre une fois par mois au moins, là. Tant que je fais à 2 jours, puis il n'y a pas une autre intervenante qui fait les autres jours, là. C'est ça.
je veux faire ici, mais ça va être l'aide de l'autre intervenante en milieu de vie. Je veux créer un comité des résidents à la phase 2. Ils n'ont pas de comité des résidents. Puis je pense que ce serait bon que leur voix soit entendue aussi, là, c'est leur milieu de vie. Mais c'est ça, je leur dis, je dis, on va faire un comité de résidents, mais il faut que les gens qui sont impliqués là-dedans, qu'il y ait une mentalité de groupe et non juste moi. Parce qu'il y a beaucoup, moi je veux ci, moi je veux ça, ça marche pas comme ça. Non, c'est qu'est-ce que vous voulez ensemble. Dans l'ensemble, c'est ça. Oui. Arriver à un compromis aussi, c'est une négociation aussi. Oui, là, exactement. que c'est ça. Ça, c'est un gros défi. Parce que quand je les vois ici, puis ils veulent ci, ça, mais c'est le moi, moi, moi. C'est pas la chose collective. Que j'ai à développer ça avec eux autres ici. À les sensibiliser aussi. Il y avait ça. Pour ici, à Lexinéon, j'ai des plus grands défis parce que ici, c'est bien organisé dans l'ensemble. C'est pas nouveau ici. À Lexinéon, c'est beaucoup à reconstruire. OK. Premièrement, il y a un conflit entre les francophones et les anglophones. Ça, il faut gérer ça, là. Il faut régler ça aussi, apaiser une meilleure ambiance, parce qu'il y en a qui envoient des mauvaises énergies à ce niveau-là, là. Je vais couper ça, là. Puis je pense qu'on va aller diversifier aussi ici, à Saint-Laurent, il y a beaucoup de Libanais, Égyptiens, Syriens, que je veux aussi communiquer avec les organismes communautaires, Égyptiens, Libanais, pour nous faire connaître, pour qu'on puisse avoir des résidents de cette nationalité-là. On a, mais n'avoir plus, puis ça va peut-être mettre un équilibre aussi là, par rapport à ça. La diversité. Que ça, c'est dans mes objectifs. Faire aussi des cafés-rencontres, plus souvent aussi, là. Ça aussi, c'est mon objectif. Pour créer un effet de groupe aussi, oui, de solidarité. Oui, qui sentent que c'est un milieu de vie de groupe chez eux. Il y a un lien d'appartenance. C'est ça, je cherchais le mot, le lien d'appartenance. C'est bien important, ça. Ça nous amène au segment mécanisme social, qui est justement de faire appel aux engrenages, aux partenaires par rapport à des projets. Donc là, vous parlez beaucoup de projets que vous avez, que vous voulez mettre sur pied. Quel serait votre appel auprès de partenaires quelconques qui pourraient vous entendre puis qui peut-être pourraient justement vous aider, autant financier que peut-être ressources humaines, à atteindre vos objectifs? Bien, là, en ce moment, moi, depuis que je suis ici, on a eu, Louis était là aussi, on a eu la table de concertation communautaire Ville-Saint-Laurent. On a un autre au mois de février, que moi, ça me permet de rencontrer des gens un peu dans le communautaire. Je suis sûre que c'est pas tout le communautaire qui était là, mais une bonne partie. Comme ABC, ça, c'est le centre de bénévoles, la SPVM, parce que ça aussi, je suis en contact avec eux autres pour la maltraitance financière. J'ai eu un cas là-bas à Lexinéon à ce niveau-là aussi. Je l'ai pu faire assez vite, là. Après ça, il y a le centre des femmes. Je pense que je vais inclure aussi, parce que les femmes vieillissent. Puis où je demeurais avant, à Ville-Saint-Laurent, j'avais une dame qui était impliquée au centre des femmes, puis elle était âgée. J'ai dit, il doit y avoir des femmes âgées au centre des femmes. Je vais les impliquer là-dedans aussi, le centre des femmes. Après ça, au niveau des organismes d'immigration aussi, je pense que ça. Le comité de logement, j'ai parlé 2-3 fois avec l'intervenante, la directrice du comité de logement. J'ai dit, envoie-moi, tu peux nous en envoyer des gens. J'ai pas eu de comeback. Je voudrais que je demande à Lexinéon s'ils ont reçu ou pas. Mais ça, faut se faire connaître. Ça, là, oui. Ici, c'est connu, mais à Lexinéon, il faut se faire connaître. Ça, oui. Ça nous amène au moment de vérité. Oui. On en parlait un peu tantôt. Les défis du système, le système fait appel beaucoup aux agences parce qu'il manque de personnel. Les gens quittent le réseau parce qu'il y a beaucoup de problématiques. C'est quoi, vous, votre vision, puis comment vous voyez tout ça? Moi, souvent,
Tu sais, j'entends depuis que je suis toute jeune, dans les temps entre novembre puis février, que nos hôpitaux sont constamment Plein. pleins. Les urgences, C'est là, ça. COVID ou Puis, pas, là. tu Ouais. sais, là, cette année, puis l'année passée, ça sort, tu sais, ah oui, la COVID fait en sorte que les hôpitaux sont pleins, sauf que, on va être honnête, à chaque année, Oui. c'est comme ça. Oui. Est-ce que vous avez vu des changements en 65 ans Oui, de vie? la détérioration. C'est ça qui m'inquiète beaucoup. OK. OK? Moi, je vieillis, puis je vois beaucoup de détérioration de notre système de santé, puis sociaux. OK? Vous voyez pas l'amélioration, là. Hein? Vous voyez pas d'amélioration. Pas en tout, c'est la détérioration. Puis même un matin, il en parlait que notre système, depuis des années, ça marche pas. Il faut tout remettre en question. Il en parlait un matin à Arcan, là, à Paul Arcan. Puis moi, je suis d'accord. Ça fait des années qu'il dit on a le meilleur système de santé. C'est pas vrai. Quand on va ailleurs, en Europe, il y a beaucoup mieux qu'ici. Moins d'attente, plus c'est mieux organisé. Puis je pense, ici, c'est très coûteux pour rien. Puis sur le même continent aussi, je veux dire, il y a moins d'attente, on va en Ontario. En Ontario, hein, c'est ça. Puis, même si je suis pas trop américaine, là, moi, j'avais une tante qui restait en Virginie, puis elle était pas riche, elle a été couturière toute sa vie, là, puis elle avait le diabète, puis quand elle a vieilli, elle avait des soins à domicile, elle avait une assurance privée, parce qu'aux États-Unis, c'est une assurance, mais elle a payé toute sa vie son assurance, puis elle avait des bons soins. Beaucoup mieux que qu'est-ce qu'on le CLSC ici offre. Que c'est pour ça que je me dis, on n'a pas le meilleur système, c'est à re-questionner. Il y a de l'argent, je trouve, dépensé inutilement, dans les cadres aussi. Le COVID, bon, ils disent que les urgences sont pleines. Justement, avant le COVID, c'était la même histoire. On manque de personnel, c'est la même histoire avant le COVID. C'est ça. Moi, le COVID, là, on va revenir sur le COVID, là. Tu vas peut-être me poser la question comment je le vis, le COVID, là. Positivement. Après, quand il y a une crise, ça amène à un changement. Puis j'espère que cette crise-là va amener à des changements. Si on manque ça, on manque le train, on manque le bateau. Parce que c'est une bonne période de se réquisitionner, de repenser à notre façon de vivre, puis d'organiser notre société, puis nos ministères, dont la santé puis sociaux. On voit que ça ne marche pas. Puis justement, dans la presse, il disait dans les pays des G7, on est les plus mal organisés, là, les plus en arrière, puis ça. C'est pas très bon pour nous autres, là, comme image non plus, là. Il faut se questionner. Moi, quand le COVID a commencé, là, j'étais dans le plateau, je vivais dans le plateau, près du parc Jeanne-Mance, là, pas loin du Chaînon, là, c'est pour ça que je faisais du bénévolat, là. Puis je voyais mes jeunes familles, là. Le gars, il faisait du jogging le matin, avant d'aller travailler. Mais après son jogging, tu le voyais avec le pouce-pouce, avec le petit, il l'amenait à la garderie. Puis là, il s'en allait après ça travailler. Là, après, à 4h30, tu le voyais, il ramenait le petit, mais il faisait son jogging après aussi. Ils sont toujours en train de courir, ces gens-là. Là, avec le confinement, quand il y a eu le premier épisode, là, le monde, j'ai dit, tiens, le monde va rester calme chez eux, vont arrêter de courir, de stresser. Parce que tout le monde, le stress, l'anxiété, avant le COVID, c'était au plafond. La santé mentale, c'était au plafond aussi avant le COVID. Donc, le COVID n'a pas aidé. Mais c'était déjà là. Des problèmes de santé mentale qui augmentaient, de dépression. Le manque de services. De services, ça. C'était présent. Le COVID a fait juste... mettre une lumière. Une lumière, c'est ça. Pendant votre carrière, vous avez côtoyé plusieurs aînés. Est-ce qu'il y en a qui vous ont... Est-ce qu'il y en a une ou un qui vous a marqué? Bien, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, mais dans l'ensemble, moi, c'est les gens Alzheimer, premièrement, là, je trouve ça... Une madame ou un monsieur une madame qui s'est venu vous chercher, ou peut-être même, justement, votre mère, si vous avez été proche aidante, est-ce que... Oui. Bien, ça, c'est venu me chercher, oui. J'en broyais tous les jours, là, c'est pas facile. Puis je travaillais au Lakeshore avec les Alzheimer, j'ai placé. Puis j'avais ma mère ici, mais je payais du privé aussi. À un moment donné, il fallait que je fasse juste 3 jours de travail. Puis à un moment donné, j'ai dû laisser complètement. Elle est décédée chez moi, justement, là. Mais là, je suis libre. Quand elle est décédée, au bout d'une demi-heure, mon deuil était fait. Mon deuil avait commencé à faire... J'allais à une insensible, mais mon deuil avait commencé à faire 2 ans avant. Quand elle me reconnaissait plus. Les 2 dernières années, j'étais pas sa fille, elle me connaissait pas.
Elle me reconnaissait pas. Que mon deuil s'est fait à partir de là. Ouais. Que quand elle est décédée, ça a été comme un mur de briques qui s'enlevait de votre sac à dos, là. Oui, de mon sac à dos. Que c'est ça. Mais ça a été marquant. Je me suis sentie orpheline parce que quand on perd nos 2 parents, Ouais. on se sent réellement, à nos âges, on se sent orphelin. Tout le monde passe par là. Mais en même temps, bon, notre vie nous appartient, là. Que c'est ça. Je voulais pas retourner complètement à l'hôpital parce que l'hôpital, pendant le COVID, ils m'ont appelé pour voir si je voulais revenir. Là. Ça me tentait pas pantoute, là. Ici, je trouve que je suis plus près de mes gens. Ça. Il y a des gens, je m'attache ici. Il y en a une en particulier qui s'appelle Louise, là. C'est ma petite préférée. Puis, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, justement? Ben, elle est charmante. Elle est charmante. Bon, la vie est pas toujours... Elle aussi, elle a été beaucoup bénévole dans sa vie. Là, c'est elle qui a des difficultés au niveau de santé physique, là. Là, je dis, c'est à ton tour à recevoir, Louise. Elle a de la misère à recevoir. Puis, vous rejoignez, puis vous retrouvez un peu dans ça aussi, il y a ça, elle. mais elle est attachante. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que j'aime en elle. Puis, ici, Dr Lavigne, qui est celui qui a créé ça, là, c'était son médecin de famille. Puis, il a toujours protégé Louise. Puis, je dis, parce que des fois, elle me dit, je me sens seule, Marie. Je dis, c'est ta famille ici. T'es pas toute seule, t'as Dr Lavigne, t'as Ginette, t'as les gens ici. Puis là, j'ai dit, ben là, tu me lâches pas. Je dis, tant que je travaille puis j'ai la santé, je vais être avec toi. Mais je l'ai comme pris pas protection, mais... Sous votre aile. Oui. Moi, en tout cas, parce que là, je fais un suivi avec elle quand même, parce qu'elle a des rendez-vous à Sacré-Cœur, je l'accompagne aussi. Elle a une travailleuse sociale au CLSC. On se parle de temps en temps. Pour qu'elle ait les soins là, qu'elle a besoin. Mais tout est lourd dans sa vie, que je vais l'écouter, là, l'entendre, là, puis tout ça. Mais j'ai un petit faible pour elle. L'autre plage, j'en avais une, mais elle est décédée. C'était une dame qui avait 99 ans. Elle s'appelait Jeanne. Toute sa tête. Elle avait plus de mémoire que moi. Elle avait toute une vie. Elle a eu 5 enfants, mais pas un à Montréal, un à Vancouver, l'autre au Mexique, l'autre à Québec, puis un à Sainte-Adèle, en tout cas. Puis les 5 ne se parlent pas. Oh. Ça allait bien, là, l'affaire. Elle faisait un bout de temps qu'elle était à Lexinéon, puis on en prenait tout soin. On allait tout voir, on le faisait à manger, on la surveillait le soir, on allait faire notre petit coucou, en tout cas, ça... Puis, en fin de compte, elle a été hospitalisée puis elle est décédée. Fallait s'y attendre, là. Mais ça, c'est des gens... On s'attache à notre monde, hein? Oui. Même à l'hôpital, quand je travaillais au Lecture, tous les matins, on avait une liste des décès, là. Puis, même si c'était notre patient qui faisait juste une semaine ou 2, ça nous fait quelque chose. Oui, je suis d'accord. Oui. Je suis dans un CHSLD, puis justement, il y a beaucoup d'hébergements temporaires, transitoires et ces choses-là. Puis même s'ils sont là des fois 2 semaines, 1 mois, 3 mois, ben peu importe le temps, on finit par s'attacher. S'attacher, oui. Ça fait toujours un petit pincement, peu importe comment ils quittent. Le fait qu'il ait quitté, ça fait toujours un petit pincement. Bien, c'est une vie qui part. Hein. Premièrement, c'est important, la vie. Moi, qu'est-ce qui m'attriste aussi, c'est qu'ils meurent seuls. Quand ils sont entourés de leur famille ou un enfant ou même d'une infirmière, mais quand ils sont seuls, je dis, quelle fin! Oui, je comprends. Ouais. Ça nous amène à notre dernier segment, le segment d'espoir, d'encouragement. Vous aimeriez peut-être céder un message aux aînés, aux intervenants qui travaillent auprès de cette clientèle-là, futurs étudiants. Quel message vous aimeriez léguer, laisser aujourd'hui? Les gens de mon âge, j'ai 65 ans, OK? Les gens, là, qu'on appelle 3e âge, là, bougez, isolez-vous pas. Et allez voir le monde, sortez, marchez. Plus qu'on marche, plus que vous allez garder votre autonomie des jambes, plus vous allez être libre. Isolez-vous pas,
allez voir des groupes de personnes, impliquez-vous socialement, bougez, marchez, faites de l'exercice, jouez au golf, du vélo, en tout cas. Restez actif. Dans le fond. Restez actif, parce que c'est bon pour le physique. Vous allez être autonome le plus longtemps. J'y vois, là, les gens, là, c'est à 80, 85, 90, puis c'est encore très autonome, physiquement, puis cognitivement aussi. Parce que bouger, ça alimente aussi je cherche toujours le mot, là, la péritonine, ou je ne sais pas trop, là. C'est bon aussi. Que ça, c'est notre santé, ça. Faut que je conseille les gens de ne pas le négliger. Je pense aussi qu'en restant actif, en faisant des activités, ça stimule notre cerveau vu qu'il y a de la nouveauté, puis qu'il faut faire attention assis. Tu sais, juste faire du vélo, il faut rester constamment attentif. Ça nous reste éveillé aussi. C'est ça, exactement. Puis, il y a toujours un imprévu qui peut arriver, fait que c'est là qu'on reste éveillé puis stimulé. Oui. Fait que je pense que le sport est une bonne manière. Une bonne manière. Moi, je dirais que moi, j'ai toujours eu une automobile dans ma vie. Puis quand j'ai resté dans le plateau, la première année, je l'avais encore. J'avais une Tiguan. Puis à un moment donné, dans les tempêtes de neige, là, je ne savais plus où la mettre. Là, puis j'ai accumulé des billets de tickets. Là. En tout cas, impulsivement, je l'ai vendu en 24 heures. Là. Je voulais m'en débarrasser. C'était un paquet de problèmes, ce maudit auto-là. Que dans le plateau, tu n'as pas besoin de taux. Non. C'est plus un problème que d'autres choses, là. Moi, j'ai marché. J'ai eu un conjoint dans ma vie là, pendant 20 ans, mais après ça, j'ai été célibataire, puis j'ai rencontré quelqu'un d'autre sur un réseau de rencontres d'Internet, que c'est la première fois que je faisais ça, là, que j'ai eu le culot de faire ça. Méfiante au bout, mais c'était une belle rencontre. Ça fait 3 ans et demi qu'on se connaît. Je ne dis pas que c'est mon chum, mais c'est un complice, OK? Puis, on fait beaucoup de vélo. Là, du ski de fond, j'ai moins capable parce que j'ai des problèmes pulmonaires, là. Mais je l'ai équipé en ski alpin. Là. Si on peut commencer en ski alpin, on va le faire. Ça, j'ai pas de la misère. On bouge. On marche beaucoup aussi. Lui, il a un chien, puis ça nous fait beaucoup. Il reste dans Griffintown. On marche beaucoup dans le vieux, dans le centre-ville, puis tout ça. Que ça m'aide beaucoup, puis ça l'aide aussi. Il a le même âge que moi, lui. Que c'est ça. Mais pour te dire, mon idée au début que je voulais te dire, je me souviens plus. Attends une minute. C'est de bouger. Oui, c'est de bouger le plus longtemps possible, puis activer le physique puis le mental. C'est ça. Parce que si les gens s'isolent, c'est là qu'on vieillit vite. Puis t'as pas besoin d'avoir 65 ans pour... C'est là qu'on perd l'autonomie aussi. L'autonomie, oui. Moi, je me souviens de ce que mon médecin m'avait dit après mon opération au genou. Il dit, plus vite tu vas t'activer, faire ta physio, moins de pertes musculaires tu vas avoir. Oui. Fait que juste le fait qu'une personne arrête, automatiquement, si elle arrête de marcher, qu'elle en fait moins, elle va perdre de la musculature. Oui. Puis là, les courbatures vont arriver. Oui. Puis il dit, c'est là que les douleurs embarquent. Oui, la rhumatisme embarque aussi, là. Ouais. Ça, puis des fois aussi même l'obésité, la diabète, tout embarque là-dedans. Ça c'est prioritaire. Puis il n'y a pas d'âge. Tu n'as pas besoin d'avoir 65 ans. Moi, je vois des gens, j'ai une copine, là, elle a 50 ans, puis elle ne bouge pas. Je dis, Aline, il faut que tu bouges. Oui. Parce que tu ne te rendras pas à 60 ans, là, si ça continue, là. Que c'est ça. Moi, mon problème, c'est que j'ai fumé. J'avais arrêté quand j'étais avec ma mère, puis j'ai recommencé à fumer quand elle est décédée. Puis là, je suis là-dedans, que j'ai des problèmes. J'ai été malade à deuxième dose du vaccin, beaucoup malade, tellement qu'il a fallu qu'il m'attende pour que je rentre ici, là. Je suis venue en entrevue, je commençais à avoir les symptômes. Puis là, j'ai été 3 semaines sur le dos, que ça a fait commencer plus tard ici, puis à Alex-Néon. Mais je pensais que c'était le COVID. C'était pas le COVID, j'étais négative 2 fois. Mais j'ai eu des problèmes, puis je pense que j'ai eu des séquelles des poumons, mais je suis très essoufflée facilement que j'avais pas avant. J'espère que ça va se replacer pour vous. Pas sûr, mais je fume encore. Mais là, j'ai pas le goût d'arrêter. C'est un effort, j'ai pas le goût pour l'instant, là, peut-être l'année prochaine, là, mais... Peut-être un autre moins 40 va vous motiver. Oui, mais là, c'est ça. Là, je vais dire, ces temps-ci, je prends le taxi pour venir travailler, là. Là, il faudrait que je m'achète une auto, là, parce qu'à force de prendre le taxi... Mais c'est que j'attends un appartement parce que j'ai déménagé
ça fait à peine 1 an, je suis ici, puis vite, parce que les appartements, j'avais choisi, mais il n'y avait pas de place, que j'attends vraiment. Puis là, j'ai demandé un garage intérieur. Je n'ai pas de garage intérieur, je ne peux pas avoir une auto, je ne peux pas pelleter, moi. Ça me prend un garage, là, que j'attends ma place, là. Là, mon nouveau, j'ai 2 petits minets. Je me suis pris 2 petits minets. Nous arrivons maintenant À la fin. Oui. Oui. Je suis très contente d'avoir fait votre connaissance, d'avoir pu discuter de votre parcours de vie, haut en couleur, avec beaucoup de défis, Oui. très pertinents. Je crois qu'on pourrait même aborder davantage de sujets et on pourrait continuer encore des heures et des heures. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, un autre sujet que vous aimeriez parler avant qu'on termine Moi, je dis, c'est quelque chose de bien simplette, mais qui a beaucoup de sens. Mais en même temps, c'est très simple. Moi, mon copain, lui aussi est à retraite, c'est un ingénieur à retraite, là. Puis, on parle beaucoup du bonheur. Puis, lui, c'est un rationnel. Moi, je suis une TS, il m'appelle souvent son coach de vie, là. Je lui dis, on a une vie dans la vie. On a une vie à vivre. Puis le bonheur. J'ai dit, c'est pas compliqué, mais c'est tout un défi. C'est s'aimer en premier. Ça veut dire avoir une bonne estime de soi. Ça vient de l'enfance, ça. Ça se construit une estime de soi. Ça peut se corriger aussi en grandissant, mais ça se construit. Après ça, c'est aimer. C'est s'aimer, aimer, puis après ça, être aimé. Ça, pour moi, c'est la base de la vie. Le reste, c'est tout du... je cherche le mot, là, mais du secondaire. Du superflu. Oui, parce qu'il faut quand même manger, il faut travailler, il faut travailler notre intellectuel, tout ça. Mais la base, c'est s'aimer, aimer, puis ça. Ça a l'air simple, mais c'est tout. Juste s'aimer, c'est un défi pour bien du monde. Pour bien du monde. Oui, dont mon chum, là. Que le sens, faut pas oublier le sens de la vie, puis on a juste une vie sur Terre. Faut pas en manquer. Merci beaucoup. Bien, de rien, ça a été agréable. Là. Vraiment, je suis vraiment contente d'avoir fait votre connaissance. Oui. Donc, c'est ainsi que s'achève un autre épisode de l'Heure dorée. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, ainsi que d'aimer notre chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une super belle journée et à très bientôt!